Il y a 20 ans, chaque mercredi des cendres, mon mari se confessait auprès du même prêtre. Jusqu'au jour où le prêtre est décédé, laissant derrière lui une lettre révélant le secret qu'il gardait. Un secret qui a détruit ma famille et m'a obligé à prendre la décision la plus difficile de ma vie à 40 ans. Bonjour à tous qui me regardez. Je m'appelle Elisabeth, j'ai 78 ans et aujourd'hui je vais partager avec vous une histoire que j'ai gardée au fond de mon cœur pendant presque 4 décennies. Avant de commencer, j'aimerais vous demander de laisser un j'aime à cette vidéo et de vous abonner à la chaîne Histoire Grand-mère pour ne manquer aucune histoire de résilience comme la mienne. Dites-moi dans les commentaires d'où vous me regardez aujourd'hui. J'adorerais savoir qui sont les personnes qui écoutent mon histoire. Je suis née en 1947, dans une petite ville de province où tout le monde se connaissait. C'était une époque différente, vous savez. Nous, les femmes, étions élevées pour nous marier, avoir des enfants et tenir la maison. Mes parents, Marguerite et Bernard, étaient des personnes simples mais de grand caractère. Ma mère m'a appris à coudre très jeune. Elle disait qu'une femme devait avoir un métier, même si c'était seulement pour faire les vêtements de la famille. Elle était loin de se douter que cette compétence sauverait un jour ma vie et celle de mes enfants. J'ai rencontré Georges en 1962, pendant la fête patronale de la ville. Il n'était pas d'ici, il était venu pour le travail, représentant une grande entreprise parisienne. Il était élégant, avec son costume bien repassé et un sourire qui illuminait toute la salle. Nous avions 15 ans de différence, moi avec mes 18 ans tout juste et lui avec ses 33 ans. À l'époque, cela semblait normal, même souhaitable. Un homme établi, avec une carrière, qui pourrait m'offrir de la sécurité. Nous nous sommes fréquentés pendant seulement 6 mois avant le mariage. Mon père disait que de longues fiançailles donnaient matière à parler, et Georges semblait impatient de fonder une famille. Notre cérémonie était simple, mais pour moi c'était comme un conte de fées. J'ai porté une robe que j'avais cousue moi-même avec de la dentelle que ma mère gardait pour ce jour spécial. Nos 3 enfants sont arrivés rapidement. Sophie en 1964, Thomas en 1966 et Marion en 1968. Nous étions ce qu'on appelait une famille parfaite, comme dans les publicités. Tout semblait idéal de l'extérieur. Georges était respecté dans la ville, travaillait comme représentant commercial, voyageait beaucoup, mais revenait toujours avec des cadeaux pour les enfants. Je m'occupais de la maison et des enfants, et pendant mes heures libres, je cousais pour des clients, faisant des vêtements sur mesure pour les dames les plus aisées de la région. Mais vous savez quand vous sentez que quelque chose ne va pas, même sans pouvoir dire exactement ce que c'est? C'était comme une ombre qui passait parfois sur le visage de Georges quand il regardait nos enfants. Un soupir trop profond lorsqu'il rentrait de voyage. De petites choses que je remarquais, mais que je préférais ignorer. Une chose m'a toujours intriguée. Georges n'était pas un homme religieux. Il allait à la messe seulement lors des occasions spéciales pour maintenir les apparences. Mais il y avait un jour dans l'année où il ne manquait jamais l'église pour rien au monde, le mercredi des cendres. Et ce n'était pas seulement pour recevoir les cendres sur le front, non. Il tenait absolument à se confesser auprès du Père Antoine, toujours le même prêtre, chaque année, sans exception. « C'est une promesse que j'ai faite », me disait-il quand je posais des questions. « C'est entre moi, Dieu et le prêtre. » Et moi, élevé pour ne pas questionner mon mari, j'acceptais cette explication. Les années ont passé. Au début des années 1970, nous avons commencé à connaître des difficultés financières. Georges disait que les affaires n'allaient pas bien, qu'il avait fait des investissements qui avaient échoué. Soudain, mon petit travail de couture n'était plus un complément, mais devenait essentiel pour la subsistance de notre foyer. Je travaillais tard dans la nuit, après que les enfants s'étaient endormis. Mes mains calleuses racontaient l'histoire d'une femme qui ne se rendait pas aux difficultés. J'ai transformé la chambre d'amis en atelier. J'ai commencé à faire non seulement des vêtements sur mesure, mais aussi de petites retouches, des ourlets de pantalons, des ajustements de robes, n'importe quel service qui pouvait rapporter un peu d'argent à la maison. Georges n'aimait pas ça. Il disait que c'était humiliant pour lui que sa femme doive tant travailler, mais il n'y avait pas d'alternative. Les enfants devaient étudier, manger, s'habiller. Je me souviens de nuits où je pleurais silencieusement sur les tissus, les mains douloureuses et l'inquiétude serrant ma poitrine. Mais le matin, c'était toujours le même rituel, se laver le visage, sourire aux enfants, préparer le café et continuer.
Les années 1980 sont arrivées et nos enfants avaient déjà grandi. Sophie s'était mariée, jeune comme moi. Thomas était à l'université à Paris, revenant seulement les week-ends. Marion terminait le lycée et rêvait de devenir institutrice. La vie suivait son cours avec ses joies et ses peines quotidiennes, jusqu'à ce qu'arrive l'année 1987. Cette année-là, le carême a commencé fin février. Comme toujours, Georges est allé à l'église le mercredi des Cendres, mais quelque chose était différent. Quand il est revenu à la maison, il était pâle, agité. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» ai-je demandé. « Le père Antoine est malade », a-t-il dit presque dans un murmure. « Très malade. » Dans les semaines qui ont suivi, il semblait de plus en plus nerveux. Il a perdu du poids, ne dormait pas bien. Je pensais que c'était l'inquiétude pour le prêtre, qui était vraiment très malade. Un cancer à un stade avancé, selon les rumeurs qui circulèrent dans la ville. Un matin d'avril, la cloche de l'église a sonné ce son lent et lourd qui annonce la mort de quelqu'un. Le père Antoine était parti. Toute la ville a assisté à la veillée funèbre. Georges était là, plus abattu que jamais. Il a prié longuement devant le cercueil fermé, les mains tremblantes en faisant le signe de la croix. Une semaine après l'enterrement, quelque chose d'inattendu s'est produit. Le nouveau prêtre de la paroisse, un jeune homme fraîchement arrivé du nom de Père François, a frappé à notre porte un dimanche après-midi. Il a demandé s'il pouvait me parler en privé. Georges n'était pas à la maison. Il était allé rendre visite à un ami malade, ou du moins c'est ce qu'il avait dit. « Madame Élisabeth, » dit le prêtre d'une voix solennelle, « le père Antoine a laissé quelque chose pour vous. » Il m'a alors remis une enveloppe jaunie. Mon nom était écrit sur le devant avec l'écriture tremblante d'un homme malade. À l'intérieur, il y avait une lettre de 4 pages et une petite clé. « Il m'a demandé de vous remettre ceci personnellement après sa mort, » expliqua le père François. Il a dit que c'était une question de conscience. Je l'ai remercié, confuse. Pourquoi le prêtre m'aurait-il laissé quelque chose ? Nous nous parlions à peine au-delà des politesses à la sortie de la messe. Quand je me suis retrouvée seule, j'ai ouvert la lettre d'une main tremblante. Et c'est là, en ce dimanche après-midi, que mon monde s'est effondré. Les mots du père Antoine, écrits dans ses derniers jours de vie, révélaient la vérité qui m'avait été cachée pendant plus de 20 ans. « Chère Madame Élisabeth, » disait la lettre, « si cette lettre vous parvient, c'est que Dieu m'a déjà rappelé à lui. J'écris motivée par ma conscience, qui ne me permet pas de quitter ce monde en emportant avec moi un secret qui vous a causé tant de tort, même sans que vous le sachiez. » La lettre continuait en racontant comment en 1964, Georges avait commencé à se confesser d'un péché grave qu'il avait commis. Il s'était impliqué avec sa secrétaire Hélène, une jeune femme de Lyon, où il se rendait fréquemment pour son travail. De cette relation était né un fils, Julien, la même année où notre Sophie était venue au monde. Pendant des années, poursuivait la lettre, j'ai écouté ses confessions, je l'ai orienté pour qu'il vous dise la vérité, pour qu'il assume ses responsabilités honnêtement, mais il prétendait toujours qu'il ne pouvait pas, que cela détruirait sa famille, que vous ne le supporteriez pas. Et ainsi, année après année, le mercredi des Cendres, il venait renouveler son repentir et promettre qu'il mettrait fin à cette situation, une promesse qu'il n'a jamais tenue. La révélation la plus douloureuse venait ensuite. L'argent que Georges perdait supposément dans des affaires qui tournaient mal était, en réalité, envoyé mensuellement pour subvenir aux besoins d'Hélène et de Julien. Pendant que je me tuais au travail pour maintenir notre maison, mon mari entretenait une autre famille avec le fruit de ma sueur. La clé qui accompagnait la lettre ouvrait une petite armoire dans la sacristie de l'église où, selon le prêtre, étaient gardées des copies de reçus de dépôt et quelques lettres échangées entre Georges et Hélène, qui prouvaient tout ce qui était révélé. Le prêtre expliquait qu'il avait gardé ces documents comme garantie, au cas où la vérité devrait un jour éclater. « Pardonnez-moi d'être le messager de cette douleur », concluait le père Antoine. « Mais je ne peux pas comparaître devant Dieu en portant le poids d'avoir été complice, même par le secret de la confession, d'une injustice si grande envers une femme aussi dévouée que vous. » J'ai terminé de lire la lettre et je suis restée paralysée. Le temps s'est arrêté. Toute ma vie, tout mon mariage, tout ce que je croyais avoir construit s'écroulait à ce moment-là.
Les pièces du puzzle s'assemblaient enfin. Les voyages fréquents, les problèmes financiers, l'ombre dans les yeux de Georges quand il regardait nos enfants. Je ne sais pas combien de temps je suis restée là, assise dans le fauteuil du salon, la lettre tombée sur mes genoux, le regard perdu dans le vide. C'est ainsi que Marion m'a trouvée quand elle est revenue de chez une amie. Inquiète, elle m'a demandé ce qui s'était passé. Je n'ai pas pu répondre. J'ai simplement plié la lettre et l'ai mise dans la poche de mon tablier. Je me suis levée, je suis allée à la cuisine et j'ai commencé à préparer le dîner comme si rien ne s'était passé. Mais à l'intérieur, une tempête se formait. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Allongée à côté de l'homme qui m'avait trahi pendant plus de 2 décennies, j'ai ressenti un mélange de colère, de douleur et de désespoir que je n'avais jamais éprouvé auparavant. La question qui ne quittait pas ma tête était « Que vais-je faire maintenant, à 40 ans, avec 3 enfants et une vie entière construite sur un mensonge ?» Le lendemain matin, j'ai attendu que les enfants sortent de la maison. Sophie était déjà mariée et vivait dans un autre quartier. Thomas était retourné à l'université à Paris et Marion était partie à l'école. Enfin, nous étions seuls, Georges et moi. J'ai placé la lettre sur la table de la cuisine pendant qu'il prenait son café. Je n'ai pas dit un mot, j'ai simplement poussé le papier dans sa direction. Ses yeux ont parcouru les premières lignes et j'ai vu son visage pâlir. La tasse a tremblé dans ses mains, renversant du café sur la nappe blanche que ma mère m'avait offerte pour notre mariage. Cette tache sombre, qui s'étendait sur le tissu, semblait symboliser comment son mensonge avait taché toute notre vie commune. « Elisabeth, je peux t'expliquer, » a-t-il balbutié, mais sa voix affaiblit. « Expliquer quoi, Georges? Expliquer que pendant que je cousais jusqu'au petit matin pour nourrir nos enfants, tu envoyais de l'argent à ton autre famille? Expliquer que pendant 20 ans, tu m'as menti en me regardant dans les yeux? » Je n'avais jamais parlé ainsi à mon mari. J'avais été élevée pour être soumise, pour accepter, pour ne pas questionner. Mais quelque chose en moi s'était brisé de façon irréparable. Georges a essayé de prendre ma main, mais j'ai reculé comme si son contact brûlait ma peau. Il a commencé à pleurer, de grosses larmes coulant sur ce visage que je croyais si bien connaître. « C'était une erreur, une terrible erreur », a-t-il sangloté. « C'est arrivé une fois, juste une fois avec Hélène, mais elle est tombée enceinte. Que pouvais-je faire? Abandonner mon propre fils? Et pourquoi ne pas me l'avoir dit? Pourquoi ne pas m'avoir fait confiance? J'avais peur, Elisabeth. Peur de te perdre, de perdre notre famille. Chaque année qui passait, il devenait plus difficile de dire la vérité. La conversation a continué pendant des heures. Entre larmes et accusations, Georges a révélé toute l'histoire. Comment il avait rencontré Hélène pendant un voyage d'affaires à Lyon en 1963. Comment ce qui devait être juste une nuit s'était transformé en cauchemar quand elle avait annoncé sa grossesse quelques mois plus tard. Comment lui, paniqué, avait décidé de subvenir aux besoins de l'enfant sans rien me dire. Au début, c'était de petites sommes, mais avec le temps et l'éducation de Julien, le montant avait considérablement augmenté. « Je n'ai jamais cessé de t'aimer », insistait-il. C'était juste une obligation morale que j'ai assumée. Mais ces paroles sonnaient creux pour moi. Chaque phrase révélait de nouveaux mensonges, de nouvelles années de tromperie. J'ai découvert que ces voyages mensuels à Lyon, qu'il disait être pour le travail, étaient pour voir Julien et Hélène, que les cadeaux qu'il rapportait à nos enfants étaient une façon d'alléger sa culpabilité, que les problèmes financiers que nous avions rencontrés n'avaient pas été causés par des affaires qui avaient mal tourné, mais par son engagement envers 2 familles. Quand il n'y avait plus rien à dire, je me suis levée de table. Mes jambes étaient faibles, mais ma résolution était forte. Je suis allée dans notre chambre et j'ai commencé à séparer ses vêtements, les mettant dans une vieille valise que nous gardions au fond de l'armoire. « Que fais-tu » a-t-il demandé, debout à la porte de la chambre. « Je veux que tu quittes cette maison aujourd'hui » ai-je répondu sans le regarder. « Je ne peux plus partager le même toit que toi. Elisabeth, s'il te plaît, parlons-en encore. Essayons de réparer ça. » Réparer, Georges? Tu as brisé quelque chose qui ne peut pas être réparé. Tu as brisé ma confiance, tu as brisé notre mariage, tu as brisé notre famille. Il a supplié, pleuré, promis de changer, dit qu'il mettrait fin à tout contact avec Hélène et Julien.
Mais j'ai réalisé que ce n'était plus de cela qu'il s'agissait. La question n'était pas s'il continuerait ou non avec l'autre famille. La question était que pendant plus de 20 ans, il m'avait fait vivre un mensonge. Chaque moment de bonheur, chaque difficulté surmontée ensemble, chaque anniversaire de mariage célébré, tout était entaché par la trahison continue. Cet après-midi-là, quand Marion est revenue de l'école, elle a trouvé son père assis sur le trottoir, la valise à côté, le visage dévasté. Elle a couru dans la maison et m'a trouvé dans l'atelier, coupant un tissu avec plus de force que nécessaire. « Maman, que s'est-il passé? Pourquoi papa est-il dehors avec une valise ?» Comment expliquer à une fille de 19 ans que son père n'était pas l'homme qu'elle pensait connaître? Comment détruire l'image du père qu'elle adorait? Ton père et moi avons besoin d'un temps séparé. C'est tout ce que j'ai pu dire. Les jours suivants ont été un cauchemar. J'ai dû dire la vérité à mes enfants. Thomas est revenu de Paris furieux, voulant confronter son père. Sophie n'y croyait pas. Elle disait qu'il devait y avoir une erreur, que le prêtre était sénile quand il avait écrit cette lettre. Marion pleurait simplement, sans comprendre comment son monde pouvait s'effondrer si soudainement. La petite ville, où tout le monde se connaissait, bouillonnait bientôt de rumeurs. Je suis allée à l'église avec la clé laissée par le père Antoine, j'ai ouvert l'armoire dans la sacristie et j'ai trouvé les preuves mentionnées dans la lettre. Des reçus de dépôt mensuels, des lettres d'Hélène remerciant pour l'argent, même quelques photos de Julien à différents âges. Un garçon qui ressemblait tellement à Georges que ça faisait mal de le regarder. Certaines personnes de la communauté m'ont soutenue, surtout les femmes plus âgées qui avaient traversé des situations similaires en silence, mais beaucoup d'autres me critiquaient pour ne pas pardonner, pour détruire ma famille. Le divorce n'était pas seulement un tabou religieux à cette époque, c'était une tâche sociale. Une femme séparée était vue avec méfiance, comme si elle avait échoué d'une manière ou d'une autre. Nous devrions être reconnaissantes que nos maris, au moins, subviennent aux besoins des enfants qu'ils ont en dehors du mariage, m'a dit Madame Dubois, une dame respectée de la communauté après la messe du dimanche. Beaucoup abandonnent les enfants à leur propre sort. Ce commentaire m'a mise en colère. Comment pouvions-nous, en tant que femmes, accepter si peu? Comment pouvions-nous normaliser la trahison, le mensonge, l'irrespect? À ce moment-là, j'ai eu la certitude d'avoir pris la bonne décision, aussi douloureuse soit-elle. Georges a logé à l'auberge de la ville pendant quelques semaines. Puis il a loué une petite maison près de la gare. Tous les jours, il venait jusqu'à notre maison, non, ma maison maintenant, essayant de me convaincre de reconsidérer. Il apportait des fleurs, des cadeaux, des promesses. Un jour, il a apporté un document. C'était une copie de l'acte de naissance de Julien avec le nom de Georges comme père. Il pensait que cela démontrerait sa responsabilité, qu'il n'avait pas renié son fils. Pour moi, ce fut simplement un coup de poignard de plus de voir là, noir sur blanc, la preuve de sa trahison, datée de la même année où j'avais donné naissance à Sophie. Les difficultés financières ont augmenté après la séparation. Georges a commencé à payer une pension, mais ce n'était pas suffisant. Mon petit atelier parvenait à peine à maintenir les factures à jour. Un soir, après que les enfants se sont endormis, je me suis assise devant la machine à coudre et j'ai pleuré, non pas pour le mariage perdu, mais par peur de l'avenir. Comment moi, une femme de 40 ans, avec des études incomplètes, pourrais-je subvenir aux besoins d'une maison, d'une famille? C'est alors que j'ai regardé mes propres mains, calleuses à force de travailler, et je me suis souvenu des paroles de ma mère. Une femme doit avoir un métier. J'avais un métier. Je savais coudre comme personne dans la ville. Peut-être était-il temps de transformer cette compétence en quelque chose de plus grand. Le lendemain, je suis allée à la banque. Le directeur, M. Renaud, me connaissait depuis l'enfance. J'ai expliqué ma situation et demandé un petit prêt pour agrandir mon atelier. J'ai vu l'hésitation dans ses yeux. Une femme séparée, demandant de l'argent, sans un mari pour signer avec elle, c'était presque inédit à cette époque. Madame Elisabeth, avec tout le respect que je vous dois, ne serait-il pas mieux de reconsidérer votre situation avec Monsieur Georges? Une réconciliation serait plus prudente. J'ai ravalé ma colère et répondu avec le plus de calme possible. Monsieur Renaud, depuis 20 ans, je couds pour la moitié des dames de cette ville. Je n'ai jamais livré une pièce en retard. Je n'ai jamais fait un travail de qualité inférieure. J'ai 3 enfants à nourrir et des projets pour développer mon affaire.
Si la banque ne peut pas m'aider parce que je suis une femme et que je suis séparée, je trouverai un autre moyen. Je me suis levée pour partir, mais il m'a demandé d'attendre. Après une longue conversation, où j'ai présenté mon plan d'affaires, fait sur des feuilles de cahier avec des calculs soigneux, il a accepté de m'accorder un prêt. C'était moins que ce que j'avais demandé et avec des intérêts plus élevés qu'on aurait facturés à un homme, mais c'était un début. Avec cet argent, j'ai transformé l'atelier. J'ai acheté 2 machines à coudre supplémentaires, embauché 2 jeunes filles comme assistantes et j'ai commencé à faire non seulement des vêtements sur mesure, mais aussi de petites collections que je vendais aux boutiques de la ville. Je travaillais du lever au coucher du soleil, dormais peu, m'inquiétais beaucoup, mais j'étais déterminée à ne pas échouer. 6 mois après notre séparation, j'ai reçu une visite inattendue. C'était un dimanche après-midi et j'étais seule à la maison. Thomas était retourné à l'université. Marion était chez une amie pour étudier pour les examens et Sophie nous rendait rarement visite depuis la séparation. Elle avait pris le parti de son père dans le conflit familial. La sonnette a retenti et en ouvrant la porte, j'ai vu une femme que je n'avais jamais rencontrée personnellement, mais dont je connaissais bien le visage à travers les photographies trouvées dans l'armoire de la sacristie. Hélène était plus jeune que moi, plus belle aussi, avec de longs cheveux noirs et des yeux en amande. Mais il y avait quelque chose dans son visage, une pâleur, une fragilité qui m'a immédiatement alarmée. « Madame Élisabeth », a-t-elle dit, la voix tremblante, « pardonnez-moi de venir chez vous, mais je devais vous parler personnellement. » Je suis restée paralysée un moment. Là se tenait la femme qui, pendant tant d'années, avait partagé mon mari avec moi sans que je le sache. La femme qui avait donné à Georges un fils la même année où j'avais donné naissance à notre première fille. « Je ne veux pas créer de problème », a continué Hélène face à mon silence. « Mais j'ai pensé que vous devriez savoir. Je suis malade, très malade. Les médecins m'ont donné quelques mois à vivre. Elle semblait si fragile que, malgré toute la colère que je devrais ressentir, je me suis retrouvée à l'inviter à entrer, à lui offrir un verre d'eau, à écouter son histoire. Et c'est là, dans la même cuisine où j'avais confronté Georges des mois auparavant, que j'ai rencontré une femme qui, comme moi, avait été trompée pendant des années. L'horloge du salon marquait 15 heures quand Hélène a commencé à me raconter son histoire. Assise en face de moi, les mains tremblantes, tenant la tasse de thé que j'avais préparée, elle semblait beaucoup plus âgée que ses 43 ans. Le cancer avait déjà consumé une bonne partie de son corps, ne laissant que des ombres de ce qui avait été jadis une belle femme. J'ai rencontré Georges en 1963, quand j'ai commencé à travailler comme secrétaire dans l'entreprise où il était représentant commercial, expliqua-t-elle. À l'époque, j'avais 19 ans, fraîchement arrivée à Lyon, venant de la campagne. J'étais seule dans la grande ville, sans famille, essayant de reconstruire ma vie après avoir perdu mes parents dans un accident. Au fur et à mesure qu'elle parlait, j'ai réalisé quelque chose de surprenant. Hélène avait aussi été trompée par Georges. Il ne lui avait jamais dit qu'il était marié durant les premiers mois de leur relation. Quand elle a découvert qu'elle était enceinte et qu'elle l'a finalement confronté, il a révélé la vérité. Qu'il avait une femme et qu'il aurait bientôt un autre enfant. Hélène, désespérée et sans option, a accepté la situation qu'il proposait. Il subviendrait aux besoins de l'enfant, rendrait visite quand possible, mais ne quitterait jamais sa famille officielle. Pendant des années, j'ai cru qu'un jour il vous quitterait et resterait avec nous, a confessé Hélène, regardant le sol. C'est le mensonge que je me suis raconté pour supporter la situation. Julien a grandi en espérant que son père viendrait un jour vivre avec nous. Chaque mois, quand Georges apparaissait avec l'argent et quelques cadeaux, mon fils croyait que ce serait la visite, où son père resterait enfin. Mon cœur s'est serré, non seulement pour moi et mes enfants, mais aussi pour ce garçon, maintenant un homme de 23 ans, qui a grandi dans l'ombre d'une promesse qui ne se réaliserait jamais, et pour Hélène qui, comme moi, avait gaspillé des années de sa vie à attendre quelque chose de Georges qu'il ne serait jamais capable de donner. « Pourquoi me racontez-vous tout cela maintenant ?» ai-je demandé, confuse par cette visite inattendue. Hélène a respiré profondément, rassemblant son courage. « J'ai une leucémie en phase terminale. Les médecins m'ont donné au maximum 6 mois à vivre.
Je mets mes affaires en ordre et je dois penser à l'avenir de Julien. Un silence lourd s'est installé entre nous. Dehors, le bruit des enfants jouant dans la rue semblait venir d'un autre monde. Un monde où les mères n'avaient pas à s'inquiéter de ce qui arriverait à leurs enfants après leur mort. « Georges, est-il au courant de votre maladie ?» ai-je finalement demandé. « Oui, je lui ai dit il y a 3 mois, quand j'ai reçu le diagnostic. Il a promis qu'il s'occuperait de Julien, mais elle a hésité. Je ne lui fais pas confiance, pas après tant de promesses brisées. Et Julien est tellement en colère contre son père depuis qu'il a appris votre séparation. Il a finalement compris que ce n'était jamais une question que Georges ne pouvait pas quitter son épouse. Il n'a simplement jamais voulu choisir. À ce moment-là, quelque chose a changé en moi. La colère que je ressentais envers Hélène s'est transformée en une étrange solidarité. Nous étions 2 femmes qui avaient dédié leur vie à un homme qui ne méritait aucune de nous. « J'aimerais rencontrer votre fils », ai-je dit, me surprenant moi-même avec ces mots. Les yeux d'Hélène se sont remplis de larmes. « Il est dehors, dans la voiture. Je n'étais pas sûre que vous accepteriez de nous recevoir, alors je lui ai demandé d'attendre. Et ainsi, en ce dimanche après-midi, j'ai rencontré Julien. Il est entré dans mon salon avec la posture défensive de quelqu'un qui s'attend à être rejeté. Il était grand comme Georges, avait les mêmes yeux, la même forme de visage. La ressemblance était si forte que j'ai senti un pincement au cœur. En voyant ma réaction, il a semblé se replier encore plus sur lui-même. « Madame Elisabeth », a-t-il dit formellement, tendant la main. J'ai ignoré la main tendue et, dans une impulsion que je n'ai pas comprise moi-même sur le moment, je l'ai pris dans mes bras. J'ai senti son corps tendu se détendre lentement contre le mien. Quand nous nous sommes écartés, j'ai vu que ses yeux étaient humides. « Tu n'es pas responsable des choix que ton père a faits, » lui ai-je dit. « Aucun de nous ne l'est. » Ah que... Nous avons parlé pendant des heures cet après-midi-là. J'ai découvert que Julien avait réussi à entrer à l'école d'ingénieur, mais qu'il envisageait d'abandonner ses études pour s'occuper de sa mère malade, qu'il travaillait à mi-temps dans un garage pour aider aux dépenses, qu'il rêvait d'ouvrir sa propre entreprise un jour et que malgré tout, il aimait toujours son père, même avec toute la déception et la colère qu'il ressentait. Quand ils sont finalement partis, il faisait déjà nuit. J'ai promis de rester en contact, de visiter Hélène à l'hôpital si nécessaire. Mais en fermant la porte, j'ai senti un poids énorme sur mes épaules. Comment expliquerais-je à mes enfants que j'avais reçu dans notre maison l'autre femme et son fils? Comment ferait-il pour accepter l'existence d'un demi-frère qui avait le même âge que Sophie? Je n'ai pas eu à attendre longtemps pour le découvrir. Marion est arrivée peu après, me trouvant encore assise dans le salon, pensive. Il a suffi qu'elle regarde mon visage pour savoir que quelque chose s'était passé. Elle a toujours été la plus sensible de mes enfants, celle qui pouvait lire mes émotions, même quand j'essayais de les cacher. « Maman, que s'est-il passé ?» Et j'ai parlé de la visite d'Hélène, de sa maladie, de Julien. Je m'attendais à voir de la colère, du ressentiment, du rejet. Au lieu de cela, j'ai vu ma fille de 19 ans faire preuve d'une maturité qui m'a surprise. « Ils sont aussi des victimes, n'est-ce pas ?» a-t-elle dit simplement, « comme nous. » Thomas et Sophie n'ont pas réagi aussi bien quand ils ont appris la nouvelle. Mon fils est revenu de Paris le week-end suivant et en entendant parler de ma rencontre avec Hélène et Julien, il a explosé de colère. « Comment as-tu pu les recevoir dans notre maison, maman? Cette femme a détruit notre famille. »« Non, Thomas, » ai-je répondu fermement. « Celui qui a détruit notre famille, c'est ton père avec ses mensonges et sa trahison. Hélène a été trompée tout autant que moi. » Sophie a refusé de me parler pendant des semaines après avoir appris la rencontre. Pour elle, qui idolâtrait son père, je trahissais Georges en me rapprochant de son autre famille. L'ironie de la situation ne lui est pas apparue. Dans les semaines qui ont suivi, j'ai visité Hélène à l'hôpital à plusieurs reprises. Son état s'aggravait rapidement. Lors d'une de ces visites, elle a serré ma main avec une force surprenante pour quelqu'un d'aussi affaibli. « Promettez-moi que vous veillerez sur Julien quand je ne serai plus là, » a-t-elle demandé, sa voix presque un murmure. « Je sais que je n'ai pas le droit de vous demander cela, mais je n'ai plus personne vers qui me tourner.
J'ai regardé cette femme, ma rivale involontaire pendant tant d'années, maintenant réduite à la peau et aux os dans un lit d'hôpital. J'ai pensé à Julien qui, tous les jours, venait voir sa mère après le travail, avec des cernes profondes et le poids du monde sur les épaules. J'ai pensé à mes propres enfants, à comment je ferais n'importe quoi pour assurer leur bien-être. Je promets, ai-je finalement dit, je ferai ce que je peux pour lui. Hélène est morte par une aube pluvieuse d'octobre 1987, 6 mois après ma séparation de Georges. Julien m'a appelé de l'hôpital, la voix brisée, demandant de l'aide pour les procédures funéraires. Quand je suis arrivée, je l'ai trouvé seul dans le couloir, perdu, comme un enfant abandonné. Georges n'était nulle part. Les funérailles ont été simples, avec peu de personnes présentes. Quelques collègues de travail d'Hélène, des voisins, le propriétaire du garage où Julien travaillait. Marion a insisté pour m'accompagner. Un geste de soutien qui a signifié plus qu'elle ne pouvait l'imaginer. Nous sommes restés côte à côte, observant le cercueil être descendu en terre, tandis que Julien, seul devant, semblait avoir vieilli de plusieurs années en quelques jours. Ce n'est que lorsque tout était terminé, quand les dernières personnes ont quitté le cimetière, que Georges est apparu. Il s'est approché prudemment, comme s'il craignait notre réaction. Il était plus maigre, négligé, avec des cernes profondes. Il s'est arrêté à quelques pas de distance, regardant son fils. « Julien, je... » Il n'a pas terminé sa phrase. Julien s'est avancé vers lui et d'un mouvement rapide lui a asséné un coup de poing au visage. Georges est tombé, mais n'a pas riposté, n'a rien dit, et simplement resté là, le sang coulant de sa lèvre fendue, tandis que Julien s'effondrait en larmes. « Tu avais promis que tu serais à ses côtés. Tu avais promis que tu ne la laisserais pas seule à l'hôpital. » Marion et moi avons observé la scène, paralysés. Finalement, j'ai trouvé le courage de m'approcher. J'ai posé doucement ma main sur le bras de Julien. « Viens à la maison, ai-je dit. Tu ne devrais pas rester seul aujourd'hui. » Il m'a regardé, puis Georges, puis de nouveau moi, et a acquiescé en silence. Tandis que nous nous éloignions, Georges est resté immobile, nous observant partir, une silhouette solitaire sous le ciel gris. Cette nuit-là, Julien a dormi dans la chambre qui appartenait auparavant à Thomas. Quand je me suis réveillée le matin suivant, je l'ai trouvé dans la cuisine en train de préparer du café. Il semblait perdu, déplacé, comme s'il ne savait pas quelle serait sa prochaine étape. « Et maintenant ?» a-t-il simplement demandé quand il m'a vu entrer. C'était une question que je me posais aussi tous les jours depuis la séparation. Et maintenant, comment aller de l'avant quand tout ce que vous connaissiez s'avère être un mensonge? Comment reconstruire une vie à partir des décombres? Un jour à la fois, ai-je répondu, m'asseyant à table. Tu as encore tes études à terminer, un avenir devant toi. Je n'ai pas les moyens de payer la faculté sans l'aide de ma mère, et l'appartement, le loyer est dû la semaine prochaine. Il y a eu un moment de silence pendant que je réfléchissais. Ma petite affaire de couture était en pleine croissance, mais je luttais encore pour maintenir ma propre maison, nourrir 2 enfants. Sophie était déjà mariée, mais Thomas et Marion dépendaient encore de moi. Pourtant, en regardant ce jeune homme qui avait tout perdu, j'ai pris une décision. Mon atelier se développe, ai-je finalement dit. Je pense à l'agrandir, le transformer en un petit atelier de confection. J'aurais besoin de quelqu'un pour s'occuper de la partie administrative, des comptes, des contrats. Il m'a regardé, confus. Vous m'offrez un emploi? Je t'offre un partenariat. Tu termines tes études, tu m'aides dans les affaires, et nous vivons tous sous le même toit, jusqu'à ce que tu sois en mesure de suivre ton propre chemin. Qu'en penses-tu? Ses yeux se sont remplis de larmes. Pendant un moment, j'ai cru qu'il refuserait. La fierté blessée, peut-être. Mais ensuite, il a tendu la main par-dessus la table, prenant la mienne. « Pourquoi faites-vous cela pour moi? Après tout ce que mon existence a causé à votre famille ?» J'ai regardé ses mains, des mains d'homme déjà, mais avec encore des traces du garçon qui n'avait jamais eu un vrai foyer. Et j'ai répondu avec la seule vérité qui importait. Parce qu'aucun de nous n'a choisi cette situation, Julien. Mais nous pouvons choisir comment nous continuerons à partir d'ici. Et je choisis de ne pas laisser l'erreur d'un homme détruire plus de vies qu'elle n'en a déjà détruit. Cet après-midi-là, je suis allée avec Julien au petit appartement qu'il partageait avec Hélène pour récupérer ses affaires. C'était un endroit modeste,
mais propre et bien rangé. Sur les murs, des photographies racontèrent l'histoire de cette petite famille de 2 personnes. Julien, enfant, adolescent lors de la remise des diplômes du lycée. Hélène, toujours à ses côtés, souriante et fière. Sur aucune photo, Georges n'apparaissait. Pendant que j'aidais à emballer livres, vêtements, petits souvenirs, je pensais à comme la vie est imprévisible. Quelques mois auparavant, j'étais une épouse dévouée, vivant ce que je croyais être un mariage solide, malgré ses difficultés. Maintenant, j'étais séparée, accueillant sous mon toit le fils que mon mari avait eu avec une autre femme. Si quelqu'un m'avait raconté cela dans le passé, j'aurais ri de l'impossibilité. Mais la vie est ainsi. Elle nous place dans des situations que nous n'aurions jamais imaginées, puis observe comment nous réagirons. Quand nous sommes revenus à la maison, Marion avait déjà préparé la chambre pour Julien. Elle avait changé les draps, rangé l'armoire, même placé un petit vase de fleurs sur la table de chevet. Un geste délicat qui en disait long sur le cœur généreux de ma fille. « Pour que tu te sentes chez toi », a-t-elle dit timidement à Julien. Le regard qu'ils ont échangé à ce moment-là, disons que ce fut le début de quelque chose que je n'avais pas prévu, mais qui allait devenir une des plus grandes joies de ma vie dans les années à venir. La vie a une façon curieuse de tisser ses fils, transformant ce qui semblait être un nœud impossible en un nouveau dessin, différent de ce que nous avions imaginé, mais parfois plus beau. C'est ce qui s'est passé dans notre maison dans les mois qui ont suivi l'arrivée de Julien. Au début, bien sûr, nous avons eu des défis. Thomas est revenu de Paris pour les vacances de fin d'année et a trouvé Julien installé dans ce qui était autrefois sa chambre. La tension était palpable. 2 jeunes hommes du même âge, élevés dans des circonstances si différentes, maintenant forcés de cohabiter sous le même toit à cause des choix d'un homme qui les avait déçus tous les 2. « Il n'est pas mon frère », a dit Thomas un soir quand nous étions seuls dans la cuisine. « Je ne vais pas prétendre que nous sommes une famille heureuse, maman. »« Je ne te demande pas de prétendre quoi que ce soit, » ai-je répondu en préparant le dîner. « Je te demande seulement d'essayer de voir qu'il est autant une victime que toi dans cette histoire. » Les premières semaines ont été difficiles. Conversation interrompue quand Julien entrait dans la pièce, silence gênant pendant les repas, la tension qui planait dans l'air comme un nuage chargé. Mais peu à peu, presque imperceptiblement, les choses ont commencé à changer. La transformation a commencé dans l'atelier. Avec le petit prêt que j'avais obtenu, nous avions acheté 2 machines à coudre supplémentaires et embauché 2 jeunes filles pour aider à la production. Julien, avec ses connaissances en mathématiques et en organisation, a commencé à systématiser nos processus. Il a créé un système de contrôle des stocks, organisé le calendrier des livraisons, établi des partenariats avec des fournisseurs qui offraient de meilleurs prix et délais. Un après-midi, j'ai reçu un appel du propriétaire du plus grand magasin de la région. Il avait vu certains des vêtements que nous produisions et voulait commander une petite collection pour la saison suivante. C'était une énorme opportunité, mais aussi un défi intimidant. Moi, qui avais toujours travaillé avec des pièces individuelles sur mesure, je devrais maintenant produire à plus grande échelle, avec des délais serrés et une qualité constante. Quand j'ai annoncé la nouvelle pendant le dîner, j'ai vu l'éclat dans les yeux de Julien. « Nous pouvons le faire, Madame Elisabeth ?» a-t-il dit, utilisant le carnet pour noter des calculs rapides. « Nous aurons besoin de 2 couturières de plus, peut-être 3, et d'un espace plus grand. Cet atelier ne suffira pas pour la production. Plus d'employés? Un espace plus grand? Je ne sais pas si nous en avons les moyens, ai-je hésité. J'ai quelques économies, a dit soudainement Marion. Nous l'avons tous regardé, surpris. L'argent que j'économisais pour mes études d'institutrice, je peux retarder d'1 an et investir dans l'entreprise familiale. Non, Marion, ai-je immédiatement répondu. Ton éducation passe en premier. Je peux étudier et travailler en même temps, a-t-elle insisté. Et quelle est l'utilité d'un diplôme si nous ne pouvons pas nous maintenir? C'est une occasion unique, maman. À ma surprise, Thomas, qui jusqu'alors observait tout en silence, s'est manifesté. J'ai aussi un peu d'argent de côté. Ce n'est pas beaucoup, mais ça peut aider. Et je peux revenir de Paris les week-ends pour aider à l'organisation. J'ai regardé mes enfants. Oui, mes enfants, parce qu'à ce moment-là, Julien était déjà comme un fils pour moi aussi. Et j'ai ressenti une émotion que je n'avais pas éprouvée depuis longtemps.
l'espoir, non seulement pour l'entreprise qui pourrait prospérer, mais pour la famille que nous étions en train de reconstruire, différente de la précédente, mais peut-être plus forte, justement à cause des fissures que nous avions surmontées. Dans les semaines qui ont suivi, notre vie s'est transformée en un tourbillon d'activités. Nous avons trouvé un local à louer, pas très grand, mais suffisant pour accueillir les machines et créer un espace pour la coupe, la couture et la finition. Nous avons embauché 3 couturières supplémentaires, toutes des femmes qui, comme moi, devaient subvenir aux besoins de leur famille. Julien supervisait la partie administrative. Marion apprenait le processus de production et trouvait encore le temps de commencer sa formation d'institutrice en cours du soir. Et moi, je m'occupais de la création, des patrons, de la qualité finale. La première commande a été livrée avec 3 jours d'avance, à la surprise du commerçant. La qualité des pièces a dépassé ses attentes et bientôt, il a fait une seconde commande, plus importante que la première. Le bouche à oreille a commencé à fonctionner et d'autres commerçants de la région nous ont contactés. En 6 mois, mon petit atelier s'était transformé en Confections Elisabeth. Le nom a été choisi à l'unanimité par mes enfants, malgré ma réticence initiale. Nous avions 10 employés, la plupart des femmes dans une situation similaire à la mienne, séparées, veuves ou avec des maris absents, toutes ayant besoin de maintenir leur foyer avec dignité. Un après-midi, j'étais dans le bureau improvisé au fond de l'entrepôt, calculant les coûts de production pour une nouvelle commande, quand Julien est entré avec une expression sérieuse. « Madame Elisabeth, je dois vous dire quelque chose. » Mon cœur s'est glacé. Pendant tous ces mois, Georges avait essayé de nous contacter plusieurs fois, tant moi que Julien. Nous avions toujours refusé. Avait-il cédé? Avait-il décidé de donner une chance à son père? « C'est à propos de Marion et moi, » a-t-il dit, s'asseyant en face de moi, les mains agitées. Nous, nous nous rapprochons plus que comme frères et sœurs. Je sais que ça peut sembler mal, mais j'ai respiré profondément, soulagé que ce ne soit pas à propos de Georges, mais en même temps préoccupé par cette nouvelle situation. Techniquement, ils n'étaient pas frères et sœurs de sang. Marion était ma fille avec Georges. Julien était le fils de Georges avec Hélène, mais c'était tout de même une situation délicate. « Vous êtes adulte », ai-je finalement dit. Je ne vais pas dire que c'est une situation simple, mais s'il y a des sentiments sincères. Nous y allons doucement, m'a-t-il assuré, en parlant beaucoup. Aucun de nous ne veut compliquer davantage cette famille. Si vous pensez que ce n'est pas approprié, j'ai regardé ce jeune homme qui, en si peu de temps, était devenu si important dans nos vies, qui avait affronté la perte de sa mère, le rejet de son père, et pourtant avait trouvé la force d'aller de l'avant, de nous aider à reconstruire non seulement une entreprise, mais une famille. Ce que je pense, ai-je dit avec un sourire, c'est que la vie a mis suffisamment d'obstacles sur le chemin de chacun d'entre nous. Je ne serai pas celle qui en créera un de plus. Le soulagement sur son visage était visible. Plus tard dans la journée, Marion m'a cherché pour la même conversation. Je lui ai avoué que Julien m'en avait déjà parlé et que, bien que la situation soit inhabituelle, je ne m'y opposais pas. L'étreinte serrée qu'elle m'a donnée en disait plus que tous les mots. Et ainsi notre famille a continué à se transformer, à trouver de nouvelles voies, de nouveaux équilibres. La confection prospérait, exigeant toujours plus de notre temps et de notre énergie, mais nous offrant aussi une stabilité financière que je n'avais jamais imaginé atteindre après la séparation. Sophie, qui initialement s'était éloignée en prenant le parti de son père, a commencé à se rapprocher progressivement. Son mariage traversait des difficultés. Ironiquement, elle soupçonnait que son mari entretenait lui aussi une vie parallèle. Un jour, elle est apparue à la confection avec le regard de quelqu'un qui n'avait pas dormi depuis des jours. « Maman, j'ai besoin de ton aide, de tes conseils. » Nous nous sommes assises dans le petit réfectoire que nous avions improvisé pour les employés, maintenant vide car c'était après les heures de travail. Pendant qu'elle se confiait sur ses soupçons, sur la froideur de son mari, sur la peur de vivre une répétition de l'histoire qui avait détruit notre famille, j'ai tenu ses mains entre les miennes. « Sophie, quelle que soit la vérité que tu découvriras, rappelle-toi, tu as des choix. Il peut sembler que le monde s'écroule, mais tu es forte, plus forte que tu ne l'imagines. Comment as-tu su quoi faire, maman? Comment as-tu eu le courage de recommencer à zéro à 40 ans?
J'ai réfléchi un moment avant de répondre. Je ne savais pas. J'étais terrifiée. Mais chaque pas que j'ai fait m'a montré que je pouvais en faire un autre, puis un autre. Et quand j'ai regardé en arrière, j'ai vu que j'avais parcouru un chemin que je n'aurais jamais imaginé être capable d'emprunter. Après cette conversation, Sophie a commencé à fréquenter davantage notre maison. Elle a amené son petit garçon, mon premier petit-fils, pour mieux connaître sa grand-mère et ses oncles. Peu à peu, elle s'est rapprochée de Thomas et, avec plus de précaution, de Julien. La blessure était toujours là, mais elle commençait à cicatriser. À Noël 1988, un peu plus d'1 an après la séparation, j'ai réussi à réunir tout le monde à table pour la première fois. Sophie est venue avec son fils, mais sans son mari. Ils avaient décidé d'essayer une réconciliation, mais le processus était lent et douloureux. Thomas a amené une petite amie de l'université, une jeune fille douce et intelligente qui a immédiatement conquis tout le monde. Marion et Julien, de plus en plus proches, mais encore discrets dans leur manifestation d'affection, se sont occupés de la décoration de la maison. Ce fut une célébration simple, mais pleine de signification. Quand j'ai regardé autour de la table ces visages que j'aimais tant, j'ai ressenti une immense gratitude pour la vie, même avec tous ces retournements inattendus. Nous étions une famille différente maintenant, reconstruite à partir des décombres, mais néanmoins une famille. L'année 1989 a apporté de nouveaux défis et opportunités. La confection continuait à croître et Julien, maintenant diplômé en ingénierie, mettait en œuvre de nouvelles techniques de production qui augmentaient notre efficacité sans sacrifier la qualité. Marion, terminant sa formation d'institutrice, partageait son temps entre l'enseignement dans une école locale et l'aide à l'administration de l'entreprise. Thomas, les week-ends où il revenait de Paris, apportait des idées fraîches pour notre marketing, apprises dans son cours de gestion. Moi, qui avais été autrefois simplement la femme de Georges, j'étais maintenant connue comme Madame Elisabeth de la confection. Les gens me saluaient dans la rue avec respect, des commerçants voulaient leur faire des affaires avec moi. D'autres femmes venaient me demander des conseils sur la façon de démarrer leur propre entreprise. Un après-midi, alors que je revenais de la banque, après avoir conclu un accord pour agrandir encore notre espace, j'ai rencontré Georges sur le trottoir devant la confection. Il était plus mince, les cheveux gris, l'allure moins fière. Mon cœur a fait un bond, non pas de nostalgie ou d'amour, mais simplement de surprise de le voir là après tant de mois à éviter tout contact. « Elisabeth », a-t-il dit, en levant son chapeau, « tu es magnifique, le succès te va bien. » « Que veux-tu, Georges » ai-je demandé directement, sans hostilité, mais aussi sans la cordialité qui avait jadis caractérisé notre relation. Savoir comment vont les enfants, comment va Julien. J'ai entendu dire qu'il habite avec vous maintenant. Ils vont tous bien, mieux que jamais en fait. Il y a eu un moment de silence gênant. Il regardait l'enseigne de la confection, le mouvement des employés qui entraient et sortaient, le camion de livraison garé devant la porte. « Tu as construit tout ça toute seule », a-t-il commenté, et il y avait quelque chose dans sa voix que je n'arrivais pas à identifier. De l'admiration, du regret. J'ai toujours su que tu en étais capable, mais je n'avais jamais imaginé. Moi non plus, l'ai-je interrompu. Je n'avais jamais imaginé que je pourrais reconstruire ma vie de cette façon. Parfois, Georges, ce qui semble être la fin de tout n'est que le début de quelque chose de meilleur. Il a acquiescé, les yeux humides. Penses-tu qu'un jour, ils me pardonneront? Que tu me pardonneras? J'ai regardé cet homme qui avait été autrefois le centre de mon monde, pour qui j'aurais fait n'importe quoi, et j'ai ressenti non pas de la colère ou de la rancune, mais une étrange compassion. Il avait tout perdu, le respect de ses enfants, l'amour de sa femme, même la chance de connaître véritablement Julien, un jeune homme extraordinaire qui, malgré tout, portait encore son sang. Le pardon est un long chemin, Georges. Je ne peux pas parler pour les autres, seulement pour moi. Et ce que je peux dire, c'est que je ne garde plus de colère dans mon cœur. La douleur que tu as causée m'a forcé à trouver une force que je ne savais même pas posséder. Pour cela, d'une certaine manière, je suis même reconnaissante. Je peux voir les enfants un jour? Ils ne sont plus des enfants, Georges, ce sont des adultes qui prennent leurs propres décisions. S'ils veulent te voir, cela devra venir d'eux. Mais il a acquiescé à nouveau, a remis son chapeau et s'est éloigné lentement sur le trottoir.
je l'ai observé jusqu'à ce qu'il tourne au coin de la rue. Une silhouette solitaire, qu'un jour j'avais cru être l'homme le plus important du monde, et qui maintenant n'était qu'un étranger avec qui j'avais partagé 2 décennies de ma vie. Je suis entré dans la confection avec une sensation étrange, un mélange de clôture et de recommencement. Julien était dans le bureau, penché sur des feuilles de calcul et des échantillons de tissu. Marion organisait le calendrier des livraisons de la semaine. Les machines bourdonnaient, les couturières bavardaient joyeusement en travaillant. C'était mon monde maintenant. Un monde que j'avais construit des cendres de l'ancien, pièce par pièce, jour après jour. Et pour la première fois, depuis que j'avais ouvert cette lettre du père Antoine, je me suis senti vraiment en paix. Les années ont passé comme des pages d'un livre tourné par le vent, trop vite pour raconter chaque détail, mais laissant des marques profondes dans chaque chapitre vécu. Aujourd'hui, assise sur la terrasse de ma maison, avec mes 78 ans pesant sur mes épaules, mais le cœur léger, je regarde ce que nous avons construit et je m'étonne encore des chemins que la vie a choisis pour nous. Les années 1990 ont apporté des vents de changement pour notre famille et pour Confections Elisabeth. Alors que le pays traversait des crises économiques, notre petite entreprise continuait à croître, soutenue par des valeurs qui avaient toujours fait partie de moi. Un travail honnête, une qualité irréprochable, le respect pour chaque personne impliquée dans le processus. En 1992, nous avons fait un pas que je n'avais jamais imaginé possible. Nous avons acheté un terrain à l'entrée de la ville et construit notre propre atelier, bien plus grand que celui que nous louions. Je me souviens du jour de l'inauguration comme si c'était hier. Le maire est venu, les journaux locaux ont fait des reportages, et j'étais là, une femme de 45 ans qui, 5 ans plus tôt, tremblait de peur face à l'avenir, coupant le ruban rouge à l'entrée de ce qui deviendrait l'une des plus grandes confections de la région. Le moment le plus émouvant de cette journée, cependant, ne fut pas la reconnaissance publique, mais quelque chose de bien plus intime. Après que tous les invités furent partis, j'ai réuni mes enfants, tous, dans le bureau principal. Thomas avait terminé ses études et décidé de revenir définitivement dans notre ville, apportant le savoir acquis à Paris. Sophie, après avoir finalisé son divorce, ses soupçons s'étaient avérés exacts, travaillait avec nous à mi-temps tout en élevant son fils. Marion et Julien, de plus en plus proches, avaient officialisé leur relation, au scandale de certains dans la ville, mais avec la bénédiction totale de notre famille. « Je veux que vous sachiez, leur ai-je dit ce jour-là, que tout ceci vous appartient autant qu'à moi. Chaque brique de cet endroit a été construite avec notre effort commun, avec notre sueur partagée. À partir d'aujourd'hui, nous sommes officiellement associés à parts égales. » J'ai remis à chacun d'eux un dossier contenant les documents légaux établissant la société. J'ai vu des larmes dans les yeux de mes enfants. Oui, de tous, y compris Julien, qui depuis longtemps avait cessé d'être le fils de l'autre pour devenir simplement mon fils. « Maman, » dit Thomas, toujours le plus formel des 4. « Je ne sais pas quoi dire. C'est toi qui as construit tout ça. Tu mérites la reconnaissance. »« Nous l'avons construit ensemble, » ai-je corrigé doucement. Et ensemble, nous le porterons plus loin. La décennie suivante a apporté de plus grands défis. La mondialisation a commencé à affecter notre marché avec l'entrée de produits importés à des prix qui semblaient impossibles à concurrencer. Beaucoup de confections de la région ont fermé leurs portes, incapables de s'adapter au temps nouveau. Mais nous avions quelque chose de différent. Notre force ne résidait pas seulement dans les produits que nous fabriquions, mais dans les personnes derrière eux. Chaque employé, et maintenant aussi quelques employés, car nous nous étions développés au-delà de la couture, faisait partie d'une famille plus grande. Nous offrions des salaires justes, des conditions de travail dignes et quelque chose que l'argent ne peut pas acheter. Le respect. C'est Julien qui a proposé notre grand tournant en 1998. Au lieu de concurrencer les importations sur le prix, nous concourions sur la qualité et l'exclusivité. Nous avons commencé à développer nos propres collections axées sur des pièces artisanales qui valorisaient la culture régionale. Des broderies faites à la main, des applications de dentelle produites par des artisans locaux, des tissus teints avec des colorants naturels de notre région. Ce qui semblait être un risque énorme s'est révélé être notre salut. En 2000, nous avons ouvert notre premier magasin. Nous ne produisions plus seulement pour d'autres marques,
mais vendions directement aux consommateurs, racontant l'histoire derrière chaque pièce. Bientôt vinrent le deuxième, le troisième magasin. Notre marque a commencé à être reconnue au-delà des frontières de la région, atteignant les grandes villes. Marion et Julien se sont mariés cette même année. Ce fut une cérémonie simple dans le jardin de ma maison, avec seulement la présence de la famille et d'amis proches. Il y avait ceux qui froncèrent les sourcils, qui faisaient des commentaires malveillants sur le couple de frères et sœurs. Mais nous connaissions la vérité. Ils ne partageaient pas de sang, seulement la malchance d'avoir le même homme comme figure paternelle, un homme qui avait failli aux deux de manière différente. En parlant de Georges, il est réapparu dans nos vies de façon plus constante au début des années 2000. Il était malade, un cancer qui le consumait lentement. Il a d'abord cherché Thomas, puis Sophie, enfin Marion. À chacun, il a demandé pardon à sa manière. Certains ont accepté de lui rendre visite occasionnellement, d'autres ont maintenu leur distance. Je n'ai jamais interféré dans ses décisions. C'étaient des adultes capables de choisir comment gérer la relation avec le père qu'ils avaient eu. Quand il est venu me voir, par un après-midi pluvieux de 2003, 16 ans après notre séparation, il a trouvé une femme très différente de celle qu'il avait quittée. Plus l'épouse soumise et insécurisée, mais une femme d'affaires respectée, une mère fière, une femme qui avait découvert sa propre force. « Je suis en train de mourir, Elisabeth », dit-il sans détour, assis dans le salon de ma maison. Il était méconnaissable, maigre, avec la peau jaunâtre par la maladie. Les médecins disent qu'il me reste quelques mois. Je suis désolée, ai-je répondu avec sincérité. Malgré tout, je ne pouvais pas ressentir de plaisir dans sa souffrance. Je voulais te demander pardon. Je sais qu'il est trop tard, que c'est trop peu, mais je dois le dire. Je regrette profondément tout ce que j'ai fait, le mal que j'ai causé à toi, aux enfants, à Hélène, à tous. Je suis restée silencieuse pendant quelques instants, observant cet homme qui avait été un jour le centre de mon monde et qui n'était maintenant qu'une ombre fragile de ce qu'il avait été. « Georges », ai-je finalement dit, « il y a longtemps que j'ai laissé la colère et le ressentiment derrière moi. Pas pour toi, mais pour moi. Porter ce poids m'empêcherait seulement d'avancer. Tu me pardonnes alors ?» J'ai respiré profondément avant de répondre. Pardonner ne signifie pas oublier ou effacer ce qui s'est passé. Cela signifie que je choisis de ne pas laisser le passé déterminer mon présent ou mon avenir. Et oui, dans ce sens, je te pardonne. J'ai vu des larmes dans ses yeux. Peut-être les premières larmes sincères que j'ai jamais vu Georges verser. Il a essayé de dire autre chose, mais a été pris d'une violente quinte de tout. Quand il s'est remis, il a demandé d'une voix basse « Et Julien, est-ce qu'il va bien ?»« Il va très bien. » Diplômé ingénieur, marié à Marion, ils sont très heureux ensemble. C'est un homme intègre, travailleur, dévoué à sa famille. Le genre d'homme dont n'importe quel père serait fier. « Père ?» Il a répété le mot comme s'il en goûtait la saveur. Je n'ai jamais été un vrai père pour lui, n'est-ce pas? Ni pour les autres. Je n'ai pas répondu. Il n'y avait pas besoin. Nous connaissions tous deux la vérité. Georges est mort 3 mois plus tard dans un hôpital de Paris. Julien a hésité à aller aux funérailles, mais a fini par y assister, plus pour Marion et ses frères et sœurs que pour l'homme dans le cercueil. J'ai observé mes 4 enfants côte à côte devant le corps de leur père, chacun perdu dans ses propres pensées, dans sa propre forme de deuil pour ce qu'il n'avait jamais vraiment eu. Un père présent et honnête. La vie a poursuivi son cours. Les années 2000 ont apporté l'expansion de l'entreprise vers le commerce électronique. Une idée de Thomas qui nous a ouvert des portes que nous n'avions jamais imaginées. Nos pièces artisanales, avec leur histoire de tradition et de résilience, ont commencé à atteindre des clients dans tout le pays, puis à l'étranger. En 2007, à 60 ans, j'ai décidé qu'il était temps de me retirer progressivement de la gestion quotidienne de l'entreprise. Non par fatigue, mais parce que je croyais que c'était le moment de laisser la nouvelle génération prendre complètement les rênes. Je suis devenue une sorte de conseillère, présente dans les grandes décisions, mais consacrant plus de temps à moi-même, à mes petits-enfants qui commençaient à arriver, aux petites joies que la vie offre quand nous nous permettons d'en profiter. Julien et Marion ont eu 2 enfants, Théo,
née en 2005, et Hélène, baptisée en hommage à la mère que Julien avait perdue si tôt. Sophie, en plus du fils de son premier mariage, a adopté une petite fille en 2010. Une décision qui l'a rendue plus heureuse que je ne l'avais jamais vue. Thomas a mis plus de temps à fonder une famille, mais quand il l'a fait, ce fut d'un coup. Sa femme a donné naissance à des jumeaux en 2012, à la joie de nous tous. Confection Elisabeth s'est transformée en Groupe Elisabeth, englobant non seulement la production de vêtements, mais aussi une école de couture et d'artisanat qui forme de nouvelles générations de professionnels, une fondation qui soutient les femmes en situation de vulnérabilité et une marque reconnue nationalement pour sa qualité et sa responsabilité sociale. En 2017, nous avons reçu un prix national pour l'entrepreneuriat féminin. Ils ont insisté pour que je le reçoive personnellement, bien que j'ai déjà 70 ans et que je préfère rester en coulisses. Sur la scène devant des centaines de personnes, j'ai brièvement partagé notre histoire. Non pas l'histoire de la trahison et du mensonge, mais celle de la résilience, de la reconstruction, de la renaissance qui naît des cendres d'une vie qui semblait détruite. Souvent, ai-je dit au micro, avec une voix qui me surprend encore par sa fermeté, c'est dans les plus grandes crises que nous découvrons notre véritable force. J'étais une femme de 40 ans, élevée pour être épouse et mère quand je me suis retrouvée seule avec 3 enfants à élever. La peur était ma compagne constante, mais chaque pas, si petit soit-il, me montrait que j'étais capable d'en faire un autre, et encore un autre. Aujourd'hui, assise sur cette terrasse, observant mes petits-enfants jouer dans le jardin tandis que le soleil commence à se coucher, je pense au long chemin parcouru. À la jeune Elisabeth de 18 ans, qui rêvait seulement d'être une bonne épouse, à la femme de 40 ans qui a tremblé de peur devant un avenir incertain, à la femme d'affaires de 60 ans qui, regardant en arrière, reconnaissait à peine la personne qu'elle était au début du voyage. Mes enfants insistent pour que j'écrive mes mémoires, que je partage mon histoire avec plus de personnes. Ton parcours peut inspirer d'autres femmes, maman, dit toujours Marion quand nous abordons le sujet. Peut-être ont-ils raison. Peut-être y a-t-il d'autres Elisabeth là-bas, paralysées par la peur, étouffées par des relations qui les diminuent, incapables de voir la force qu'elles ont en elles. La lettre du père Antoine, qui un jour a détruit mon monde, est gardée dans une boîte au fond de l'armoire, avec d'autres souvenirs de cette époque. Parfois, je me demande ce qui serait arrivé s'il n'avait jamais écrit cette lettre. Aurais-je passé le reste de ma vie dans l'ignorance? Georges aurait-il emporté son secret dans la tombe? Nous ne le saurons jamais. Ce que je sais, c'est que cette lettre, bien qu'elle ait apporté une douleur immense sur le moment, a aussi été le catalyseur de la plus grande transformation de ma vie. Ce fut l'impulsion dont j'avais besoin pour découvrir qui j'étais vraiment, de quoi j'étais capable. Julien s'approche, interrompant mes pensées. Il a 61 ans maintenant, ses cheveux gris lui donnant un air distingué. Il s'assoit à côté de moi sur la terrasse, tenant 2 tasses de thé. « À quoi penses-tu, maman » demande-t-il, me tendant une des tasses. « Il m'appelle maman depuis tant d'années, qu'il semble que cela a toujours été ainsi, que nous avons toujours été une famille. »« À comment la vie prend des tournants inattendus » je réponds, sirotant une gorgée de thé. « À comment ce qui semble être la fin peut être seulement le début de quelque chose de bien meilleur ?» Il sourit, comprenant parfaitement. Son histoire et la mienne sont entrelacées de manière qu'aucun de nous n'aurait pu prévoir. Unis non par le sang, mais par quelque chose de bien plus fort. Le choix d'être une famille, de nous aimer les uns les autres, malgré toutes les circonstances qui auraient pu nous séparer. Et tandis que le soleil se couche à l'horizon, peignant le ciel de nuances d'orange et de rose, je ressens une paix profonde. Le voyage n'a pas été facile. Il y a eu des jours de désespoir, des nuits de larmes, des moments où j'ai pensé que je ne pourrais pas faire un pas de plus. Mais chaque difficulté surmontée m'a amené jusqu'ici, jusqu'à ce moment de plénitude. La lettre du prêtre a révélé un secret qui cachait douleur, trahison et mensonge. Mais elle a aussi révélé quelque chose de bien plus important, la force qui avait toujours existé en moi, attendant simplement l'opportunité de se manifester. Et pour cela, d'une manière étrange et inattendue, je suis reconnaissante. Parce qu'au final, j'ai découvert que la plus grande confession n'était pas celle de Georges au prêtre tous les ans, mais celle que je me suis faite à moi-même quand j'ai enfin reconnu ma propre valeur,
quand j'ai réalisé que j'étais bien plus que la femme de quelqu'un, la mère de quelqu'un. J'étais Élisabeth, entière, complète, suffisante. Et c'est là, mes chers amis, la véritable histoire que je veux laisser en héritage. Non pas une histoire de trahison, mais de renaissance. Non pas de perte, mais de gain. Une histoire qui commence par une fin, mais qui fleurit en d'innombrables nouveaux commencements. Si vous qui m'écoutez traversez un moment difficile, si vous sentez que votre monde s'écroule, rappelez-vous. Les cendres de ce qui fut peuvent être le sol fertile pour quelque chose de nouveau et de plus beau. J'en suis la preuve vivante. Et si moi, une simple femme de province, j'ai pu transformer ma plus grande douleur en ma plus grande force, vous le pouvez aussi. C'est la leçon que je porte à 78 ans, regardant en arrière avec gratitude et devant avec espoir. La vie suit rarement le chemin que nous avions planifié, mais peut-être que notre plan n'a jamais été aussi beau que ce que le destin nous réservait. Et ainsi je termine mon histoire, non pas avec un point final, mais avec des points de suspension, car la vie continue, toujours à se réinventer, toujours à surprendre, toujours à nous inviter à découvrir de nouvelles forces en nous-mêmes. Si cette histoire a touché votre cœur d'une façon ou d'une autre, s'il vous plaît, laissez un j'aime à cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne Histoire Grand-Mère pour ne manquer aucune autre histoire de résilience comme la mienne et commentez d'où vous me regardez. Votre présence ici signifie beaucoup pour moi. Partagez aussi avec quelqu'un qui a besoin d'entendre qu'il est possible de recommencer, peu importe l'âge ou les circonstances. Merci de m'avoir écouté aujourd'hui et à la prochaine histoire.